L'être humain, c'est une merveille. C'est beau de s'intéresser aux étoiles, mais il y a aussi la vie sur la Terre qui est importante. Nous sommes un des chefs-d'œuvre de ce qu'a produit la nature au travers de ces milliards d'années, de l'évolution du cosmos. Moi, je m'oppose quand on dit que les êtres humains sont petits. Ils ne sont pas petits, ils sont merveilleux. Ils ont des problèmes énormes, c'est sûr. Nous sommes plongés là-dedans. Mais c'est d'abord une merveille que chacun d'entre nous. Moi, c'est le message que j'aime bien faire passer, c'est dire aux gens, d'abord, ils sont des merveilles. Et deuxièmement, ce fait-là implique des responsabilités par rapport aux autres. Souvent, il suffit de très peu de choses. Très peu de choses peuvent prendre une importance énorme dans un cadre donné, par exemple. Il y a des gens qui sont complètement en retrait et souvent, leur temps de la main, ça change tout. C'est à partir du fait que des individus prennent conscience de cette importance pour l'humanité de pouvoir vivre ensemble. C'est important de ne pas avoir les mêmes réponses partout parce que les acteurs sur le territoire vont proposer des réponses différentes d'un territoire à l'autre. On s'est aperçu depuis 5 ans que l'on mène des études chaque année que le lien social, c'était systématiquement l'élément qui ressortait comme statistiquement différenciant entre une population et une autre. Et tu resteras avec moi? Oui, au bistrot, oui, je resterai avec vous. Ah bon. Ici, ce n'est pas une maison de retraite, c'est un pôle gérontologique. Dans l'histoire de l'action sociale en France, on fait plutôt des maisons pour handicapés là, des maisons pour personnes âgées là, des maisons pour les enfants, et sans se rendre compte qu'en fait, il faut que tous ces âges se côtoient pour qu'on fasse une société en harmonie. Et après-midi, je dois voir des amis qui partent demain en voyage. Donc on a un bistrot, on a une licence pour pouvoir accueillir donc, des gens amis de la maison, pas tous les gens de la rue quand même, hein, où les familles peuvent se rencontrer dans un endroit non institutionnel, non stigmatisant. Nous, quand nous venons et que c'est ouvert, on vient boire avec elles quelque chose, partager un moment, ou manger des glaces, ou voilà. Il fallait l'imaginer, il n'y avait rien, moi je l'ai vu construire. Donc, C'est un bistrot qui est tenu par les familles. Tous les après-midi, de midi à 18h. J'ai eu mon mari ici parce que je ne pouvais plus le garder. Alors bon, je viens là parce que ça me rappelle un peu et puis je suis bien, je veux faire du bien auprès de moi. Voilà mesdames, merci. Allez. Elles s'occupent du service, de la tenue du bistrot, elles font le ménage. Sans elles, on n'y arriverait pas. Ça vous suffit ça? Oui, ça va, oui. Vous savez bien, pas trop de sucre. Ah oui, oui. Leur donner du plaisir. Nous, si on a chaud, on se découvre, eux, c'est pareil. S'il fait froid, on met une veste, et puis voilà. Sinon, alors on rentre dans un système, l'été, on ne sort pas parce qu'il fait trop chaud. L'hiver, il fait trop froid. Maintenant, il pleut, on ne peut pas partir à la piscine. C'est le temps idéal pour aller à la piscine. Hein. Quand on nous a vus arriver la première fois, ils se sont dit, ils sont fous. Bon, on y va quand même. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas aller à la piscine. Les gens qui avaient l'habitude d'aller à la mer et d'aller à la piscine, pourquoi? Parce qu'ils rentrent en institution, il ne faudrait plus y aller. Sur mes activités, je suis actif. Je suis épuisé. Si je ne fais pas, là-haut, ça y va, le vélo dans la tête. Hein. C'est très apaisant, l'eau. On est à l'aise là, oui. Oui. Je nage bien. Au toboggan aussi, tu nages bien. Il faut restituer de la dignité à ces êtres humains. Et donc les regarder avec un sourire parce qu'ils se promènent des chèvres, eh bien, ça leur restitue de la dignité. Ça, le petit là. Voilà le petit. T'as vu le petit? On a une petite ferme, c'est une fermette. Parce que bon, même si la maison paraît être grande, elle est petite. Donc on a fait une petite ferme.
Et on a 2 petites chèvres. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Elles ont besoin de sortir, elles aussi, donc on sort avec les chèvres. Voilà. Ça crée des relations, des échanges. Bonjour mes chèvres. Elles sont mignonnes. Comme moi. Ils sortent tous les jours ici, hein, c'est systématique. Pourquoi? Parce que la ville se transforme, on refait des bâtiments, on refait des choses comme ça. Il faut qu'ils suivent tout ça. De façon à ce qu'ils puissent avoir des relations convenables avec leur famille. S'ils sont coupés de tout, ils n'ont plus rien à dire. Nous devons aussi nous impliquer, chacun d'entre nous, pour donner un véritable sens au mot vivre ensemble. Ce n'est pas la famille du sang, c'est la famille du cœur, c'est la famille du projet, c'est la grande fraternité humaine qu'il faut maintenant construire. On recrée la fête des voisins. Est-ce qu'il y a besoin un jour de l'année de dire je vais aller partager un repas et je vais sortir du sac un repas pour partager avec mes voisins? Donc tu appuies sur le A et le B. C'est tous les jours que ça devrait se vivre. Et quand tu es là, et ben, tu lâches le B. Ah, ça me fait un plaisir fou. C'est quoi l'état d'esprit d'ici si on doit... Te rendre service. Comment se rencontrer, comment se dire bonjour? On a fait les crêpes ce matin pour le rapporter. Qui est blond? Oui, c'est un garçon. C'est un garçon? Oui. Ah ben, moi, on dirait une fille. C'est la première fois qu'en Europe, un plan a été fait de cette façon. C'est un quartier qui a été créé avec divers services. Ils ont voulu mélanger les jeunes et les personnes plus âgées. On a une halte garderie, un relais assistante maternelle, une salle d'activité intergénérationnelle, un restaurant scolaire et une salle de quartier. Vous voyez, la maison de retraite, on est juste au-dessus. Des logements sociaux pour des retraités et des jeunes couples, moitié et moitié. Bonjour. Bonjour. Et puis c'est aussi la charte Bonjour voisin, qui est l'engagement de collaborer les uns avec les autres. C'est super convivial ici, c'est ça qui est bien. D'être implanté ici dans Génération, pour moi, pour un accueil de jour, c'est l'idéal parce que le cadre est super agréable. Les enfants sont là, les gens du quartier sont là. On est amis, on ne s'est encore jamais battus. Et c'est vrai que ça aide quand même. Tout est vraiment fait pour tisser des liens les uns avec les autres. Elle est là, madame le Caron. C'est un site au niveau de l'architecture aussi qui est un petit peu novateur parce qu'en fait les bâtiments ont été faits tous de façon à ce que les gens quand ils sortent de chez eux, ils se rencontrent. On se croise souvent, les voisins, quand ils ont besoin de quelque chose, pas de soucis. Même au niveau des maladies, on est ouvert. Si on voit une personne qui est en fauteuil roulant, qui est handicapée, et on va leur dire tiens, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et on discute avec la personne pour qu'elle soit moins seule. Ce qu'il y a de bien aussi, madame et monsieur, c'est que nous avons un téléphone intérieur. Comment vas-tu, toi? Je ne suis pas bien, ceci, cela. Voilà, et ça, c'est merveilleux. Hein. Et ça, les gens, ils savent que, bon, même avec mon handicap, ils savent qu'ils peuvent encore compter sur moi. Que ça soit jeune ou pas jeune. Ils vous respectent, ils vous aiment, enfin, ça fait plaisir. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit âgé, qu'on soit malade, on a tous besoin d'être ensemble. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. On ne peut pas vous embrasser tous, mais le cœur y est. Allez. On voit bien que s'il y a une direction très partie prenante, très convaincue de créer le dialogue et la bonne communication entre les professionnels et les familles, les choses sont beaucoup plus faciles. À force de vouloir limiter les risques, on finit par empêcher la personne de vivre. Donc il faut vraiment travailler sur l'organisation des établissements, sur la façon dont sont pensés le fonctionnement, la vie quotidienne, les tâches des personnels, pour laisser la place au rapport humain, et pas seulement à la technique et au respect des règles d'hygiène et de sécurité. Je perds la mémoire, vraiment, honnêtement. Ouais, vraiment? Oui, oui, je me... Bon, c'est pas bien grave. On va se promener? Je vais aller par là un peu. Et c'est vrai qu'elle est joviale, maman. Enfin, moi, je trouve que... Bon, ça vous gêne pas si j'ai pas 18 ans et que je vous accompagne, quand même? Je serais pas... Alors, je vais vous dire quelque chose dont vous êtes très sympathique, alors ça remplace, hein? Non, mais il faut pas...
Non, non, mais ça me fait plaisir en plus, c'est bien, c'est sympa. Ici, on est dans le 8e arrondissement, il y a 9 arrondissements à Lyon. Voilà. Donc un arrondissement de 80 000 habitants. Mais c'est vrai que j'ai la télévision comme tout le monde, mais moi j'aime bien aller faire un tour. Je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'ils intègrent une résidence parce qu'ils ont besoin d'aide pour la toilette ou qu'ils voient moins bien, tout d'un coup, on leur interdirait des choses qu'ils peuvent encore faire. Moi c'est rouge, donc j'y vais quand même. Moi je suis lancée, j'y vais. Même au niveau de la famille, je veux dire, les cousines de ma mère me disent « mais tu devrais pas la laisser sortir, mais c'est pas possible, ça paraît impensable ». Non mais mes cousines elles sortent pas le soir. Ah ben non, personne maman. Toi-même tu disais dans le quartier il n'y a personne le soir. Oui, comme ça j'ai tout le trottoir pour moi. Il y a ce côté qui est... Pour les personnes qui sont très désorientées et qui donc ont un risque de se perdre, c'est un risque qu'on mesure, on en discute avec la personne, avec la famille. C'était totalement indispensable qu'elle soit libre de sortir quand elle veut et où elle veut. Pour maman, c'était obligatoire. Ils acceptent aussi que la vie de leurs parents passe par ça, que ça fait partie de la vie, quoi. Je m'y suis faite, mais ça surprend beaucoup de monde, ça, c'est vrai. Mais on veut... Écoute, si j'étais jeune, on me volerait, un jeune me kidnappe, mais une vieille, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils prennent une vieille? Ils veulent pas prendre une vieille. On voit bien que j'ai pas 20 ans. J'ai 25 ans. C'est vraiment une chance d'avoir ce petit jardin à l'extérieur. Oui, on discute. C'est un peu une annexe de notre résidence. Beaucoup de gens leur parlent. Par exemple, il y a un monsieur, pendant toute l'année, il va le matin, bonne heure, il va chercher les petits journaux gratuits. Tous les matins, vous venez? Tous les matins. Et il vient et il les apporte à la résidence pour les résidents. J'aime bien rendre service, ça me fait plaisir. Des fois, je passe pour dire bonjour, bonsoir et tout. Il y a une dame, elle me dit bonjour la jeunesse. Alors moi, j'ai dit bonjour la vieillesse. Elle se marre pour voir comment elle rigole. Bonne promenade et à tout à l'heure. Cette sortie de 11h, ça leur permet de voir autre chose, rien que d'aller au marché, mais il y en a qui reviennent, qui sont trop contents. Oh, les pêches, elles sont belles là. Ils se sont juste acheté des pommes et c'est trop bien, ils ont acheté leurs pommes. J'ai une envie folle de saucisson. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, permettre aux résidents d'avoir un porte-monnaie et un peu d'argent dedans. 2,99. Si j'avais 3 €. Même s'ils n'ont pas besoin, puisqu'ils globalement ils ont tout. Mais pour eux, voilà, j'existe aussi. J'ai toujours géré de l'argent, j'ai toujours fait des courses. Donc voilà, si j'ai pas mon sac avec mon porte-monnaie et avec de l'argent dedans... J'ai envie de saucisson, c'est grave. Vous allez vous régaler. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on a fait avec les familles. On vient du marché. Madame Laine, vous avez été au marché, qu'est-ce que vous m'avez acheté à moi? Un saucisson. Pur porc. Moi, c'est des choses que je peux pas arriver à emmagasiner. Ben oui. Quoi donc? Au point de vue électronique, au point de vue, vous voyez, ça dépasse tout ce qu'on peut s'imaginer au point de vue technique, je veux dire. Ben oui. Bah, ils ont même filmé les gens qui sont allés marcher sur la Lune, alors. Oh là là. T'as vu, ça s'appelle le progrès, ça. Maintenant, on peut téléphoner et voir les gens. C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on n'a pas d'idée. Je vois ta tête. Oui. Oui. Tu vois la mienne? Oui. Moi, je travaille dans un autre établissement et toute l'équipe, ils se disent qu'en fait, Internet, ces moyens de communication, c'est pas l'époque, c'est pas la génération des personnes âgées et qu'en fait, ils pensent à leur place alors que nous, on se rend compte que pas du tout. Tu connais Cachou? Oui. Tu veux chercher Cachou? Oui. Juste une minute, je vais chercher Cachou. Alors. Cachou, qu'est-ce que c'est un cachou? Mais nous, on s'est dit que le lien social, il n'était pas réservé à une population spécifique, mais aussi pour tous les autres. Et que, encore plus parce qu'on est en milieu rural, sans moyens de transport, mais aussi parce que la vie fait que les familles sont éclatées, travaillent aux 4 coins du monde ou de la France, pour la plupart des personnes qui sont ici. C'était ouvrir les portes sur l'extérieur. Oh là là! Il est beau ce petit chat! C'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir quand même voir des personnes qui n'ont pas vu depuis longtemps.
Ça peut être des petits-enfants, ça peut être des animaux comme on a vu tout à l'heure, ou ça peut être aussi la famille, ses propres enfants. Et puis Laurine, elle va venir dimanche. Je vais essayer de voir si on peut prendre un rendez-vous pour se parler comme ça à la télévision avec Laurine. Oui. Ça n'empêche pas les visites, loin de là. Et ça, c'était la crainte des familles aussi. Et on s'est rendu compte que l'un et l'autre n'étaient pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des entretiens Skype, mais continuer à venir voir son parent. Une personne qui peut être hospitalisée, qui n'a pas de voiture, peut rentrer en contact avec son parent au sein de la résidence. Tu me vois, maman? Gardez. Tu ne me reconnais pas, non? Si, elle vous reconnaît. Elles sont à moins combien? 400 km? Eh oui, 400 km, 450, oui. C'est pas d'avoir une approche thérapeutique, c'est sur l'instant T d'apporter un instant de bonheur. Il y a la présence physique qui est importante, mais il y a le lien entre les deux visites. Voilà. Et le gros, là, habillé en noir, là, il me dit, un jour, j'ai l'impression que vous me cherchez. Alors, monsieur, il me demande ce que ça voulait dire. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Alors, je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Oh, mais il y a longtemps que j'ai vu, depuis que vous êtes là, que vous cherchez, puis répétez, toujours. J'avais envie de dire, il fallait coucher avec toi, quelle horreur. Oui, l'amour, c'est quelque chose d'important. La sexualité est une relation, la sexualité est une communication, c'est une forme de papotage des corps. La communication, la relation, ça passe pas forcément par la parole. Il y a tout un tas de modes de communication. Il y a eu des études d'ailleurs qui ont montré que les couples qui gardaient une sexualité, c'était des couples où le risque, entre guillemets, d'institutionnalisation du malade était beaucoup plus faible que les autres. J'ai vu il y a quelques années un couple comme ça qui est arrivé. Et tout de suite, je remarque que c'est un couple, ils se tenaient la main, ils étaient très présents l'un à l'autre et le monsieur regardait, il avait des sourires. Il se passait vraiment quelque chose en termes de relation. Et lui, par contre, ne parlait plus. L'évolution de sa maladie faisait qu'il jargonnait, mais bon, il n'avait plus de parole. Donc madame me dit, vous savez, il y a quelques années, mon mari était extrêmement agressif, mais maintenant ça va bien. Je lui dis, écoutez, c'est très bien, les choses ont bien évolué, vous avez su faire que la relation perdure. Et à ce moment-là, la dame s'effondre en larmes. Et elle m'explique, au bout d'un certain temps, écoutez, entre nous, jusqu'à ce qu'il y ait la maladie, la sexualité avait toujours été une catastrophe. Mon mari avait des besoins, je répondais à ses besoins, mais ça ne correspondait pas à quelque chose qui était un lien entre nous. Et quand il a été si agressif, si agité, etc., j'ai tout essayé, rien ne fonctionnait. Par contre, je me suis dit que peut-être la sexualité pourrait calmer les choses. Et donc j'ai repris une sexualité pour justement le calmer. Et elle me dit, je me suis senti très très coupable par rapport à ça, de cette sexualité un peu médicament en l'occurrence, pour apaiser les choses. Donc je lui dis, là je reprends les choses, et au contraire c'est bien, vous avez trouvé un nouveau mode de communication. Et là de nouveau, énorme sanglot de cette dame, en me disant, mais vous savez, depuis qu'on a repris une sexualité, j'ai jamais eu tant eu de plaisir. Donc à tout âge, tout est possible, c'est ça qui est fabuleux, moi je trouve. La fin de la vie n'est pas la fin de l'histoire. C'est Marie de Henzel qui dit ça, toute une vie pour se mettre au monde. Mes parents ont été vers un amour qui s'accomplissait, alors que toute la vie ils avaient peiné pour se comprendre. Le Café des Aidants, c'est une ouverture. Ici, donc, il y a eu des personnes très, très douloureuses, très touchées par toutes sortes de maladies, toutes sortes. Et chacun qui est venu là a toujours dit que ça lui a apporté énormément. C'est pourquoi on revient. Oui. Alors un Café des Aidants, il est ouvert sur un territoire à toutes les personnes qui sont en situation d'aidant, qui que soit la personne qu'elle aide. Un enfant, un adulte, une adulte âgée, une adulte
handicapés, ouvert à toutes ces personnes qui sont en situation d'aidant. Pourquoi faire? Bon, d'abord le café, c'est sympa. Alors c'est un lieu, c'est un temps, c'est un espace où on se rencontre, on partage à l'occasion de la relation d'aide. Enfin, j'ai reçu un courrier d'une de mes caisses de retraite qui m'a informé que ce genre de réunion aurait lieu. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais mon frère qui était handicapé, donc j'étais aidant de mon frère, de mon jeune frère, qui a que 85 ans. Donc ça correspondait à peu près à ce que j'attendais. Raconter ce qui se passe parfois d'insolite, de drôle, de rigolo, de touchant, d'émouvant, dans cette relation d'aide à l'autre, c'est aussi se le réapproprier autrement. Ben, mon frère, c'est pas formidable, ça va pas en s'améliorant. Petit à petit, il se dégrade, mais c'est moi aussi. Enfin, mais peut-être lui, il se dégrade. Pas tellement, il dégrade pas tellement. Il a fait une touche le jour de l'anniversaire de. Il paraît que j'ai emballé. C'est malgré moi. Et donc, on est dans du collectif. On est dans de l'échange, on est dans du partage. J'ai plus de contact avec vous maintenant qu'avec mes voisins, mes anciens amis. Des fois, je pense que j'ai des problèmes, je dis, mais à côté de Manu, c'est de la bricole. Hein. Je n'en parle pas, surtout pas à mes chefs, parce que ils sont dans une logique, comment dirais-je, carriériste. Hein, ils ne sont pas dans l'humanitaire. Hein. 64% des gens ont dit que pour eux, c'était plutôt quelque chose de positif de pouvoir aider l'autre, à condition qu'on leur permette de concilier cette vie d'aidant avec leur vie tout court. Si il y a 8 millions d'aidants en France, qu'il y en a la moitié qui travaillent, forcément on en a parmi nos salariés. Donc qu'est-ce qu'on fait ? L'aidant, comme il ne se considère pas comme quelqu'un qui a besoin d'aide, justement, mais quelqu'un qui en prodigue, il se coupe d'une vie sociale parce que tout le temps libre qu'il a, il le consacre à la personne aidée. Seul on n'y arrive pas, seul on s'épuise, et j'ai vite compris qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de parler. Bonjour, Nuxon, à votre écoute. Oui, bonjour. C'est la plateforme d'aide aux aidants salariés. Donc là, les salariés, et c'est totalement gratuit, peuvent appeler cette plateforme, exprimer leurs besoins en tant qu'aidant. Maman a 81 ans, elle est veuve depuis 2008. J'ai osé frapper à leur porte, ce qui n'a pas été facile. Des vertiges. Des vertiges, d'accord. Parce que je me disais que c'était pas facile de parler à des gens comme ça qu'on ne connaissait pas. Et puis un jour, je l'ai fait parce que je savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Je vous apporterai la réponse dans les 3 jours ouvrés. C'est une aide très concrète. C'est des numéros de téléphone, des adresses. Ça fait gagner du temps à l'aidant salarié et ça fait aussi gagner du temps à l'entreprise qui du coup a ses salariés qui ne passent pas leur journée à vérifier les horaires d'ouverture de tel ou tel établissement. Il faut parler de son problème, il ne faut pas rester seul, il faut parler parce que c'est en parlant qu'on rencontre des gens super. Quelquefois, dans une consultation, on annonce une maladie grave pour laquelle il n'y a pas de traitement à une personne, et son proche lui dit « Je ne déserterai pas, je ne t'abandonnerai pas, tu verras, on réussira ensemble ». Et je pense que cette notion d'ensemble est très très importante, savoir qu'on ne sera pas abandonné. Le jour où je lui ai dit clairement « je ne te laisserai jamais, je m'occuperai toujours de toi », là j'ai senti que c'était un cap de passé. Je crois aujourd'hui que la façon dont on regarde les personnes âgées depuis plusieurs années, les gens ont du mal. On les a mises de côté, on a un peu peur du vieillissement. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de réconcilier les générations, de les aider à se rapprocher. Alors donc nous, on a des boutiques qui fonctionnent et qui sont ouvertes pour les résidents à l'intérieur, mais aussi pour les personnes de l'extérieur. Et du coup, il y a des rencontres possibles. Tout le monde vient, tout le monde se côtoie. Et... Ce matin, j'ai rencontré une dame que je n'avais pas vue depuis au moins 40 ans. Ouais, c'est sympa, quoi. C'est vrai que tout le monde s'entend bien, quoi.
Ce qui est valable d'ailleurs pour tous les commerces. Il y a souvent des tables qui sont l'un à côté de l'autre et ils discutent. Les commerces vivent majoritairement avec des gens de l'extérieur qui des fois, au bout d'un moment, disent « Ah bon, c'est une maison de retraite ». Il y a un va-et-vient et du coup ça rassure tout le monde. Et puis pour les résidents, c'est important parce qu'ils continuent de vivre comme le citoyen lambda. Je viens souvent danser, j'ai été surprise de revoir Antoine, parce que bon, on ne le voyait plus étant donné que bon, il était souffrant et qu'il était dans une maison quoi. Ce qu'on veut maintenir, c'est toujours ce lien avec l'extérieur. Beaucoup de résidents aiment danser. C'était boulot, dodo, danse. Et danse. Et beaucoup connaissent le Moulin Rose. L'idée est venue comme ça. Madame Tourlamain ce matin qui ne voulait pas parce qu'elle avait des douleurs. Ça me coûte d'y aller. C'est vrai. Bah oui. En essayant de la motiver plus, effectivement, elle vient. Ok, belle. Et là, je lui ai reposé la question, elle est ravie parce qu'elle n'a plus de douleur. C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Les accompagner et de les voir ravis, de les voir avec le sourire, c'est que du bien. Oh, j'ai rajeuni, tu sais pas combien maintenant. Allez, 20 ans. Oui, je vais dire. La première fois on est venu au Moulin Rose, cette dame, quand mademoiselle Peset a vu, elle me dit « c'est de la famille, c'est de la famille ». Elle ne la voyait plus depuis un certain temps, donc là forcément, les retrouvailles étaient vraiment émouvantes. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. C'est super bien. Je ne voulais pas venir ce matin, on m'a forcé, je suis très contente. Et je vais bien dormir, je crois. Ah bah ça m'a fait bien plaisir, mais c'est comme j'aime bien danser. Pour une fois, je bu un petit peu de champagne. Le principe de base, c'est qu'ils sont libres. Évidemment, alors pour les personnes qui peuvent s'égarer, on a des dispositifs, les montres, et on active un petit système anti-égarement. Si on ferme tout, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui sont dangereux, que c'est peut-être des gens qui ont des maladies, qu'on peut peut-être, ça a des choses qui s'attrapent. Donc, qu'est-ce qu'on signifie quand tout est fermé? Qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur? Une grande partie des peurs qu'il y a sur la vieillesse, sur le handicap, etc., viennent de l'ignorance. Vous avez aujourd'hui des enfants qui ne savent pas. Les vieux, c'est des machins enfermés dans la maison, là-bas. Voilà, il faut peu à peu justement créer qu'il y ait le plus de circulation possible entre les âges, entre les gens, entre les différents états de santé, etc., pour lutter contre ces espèces de peurs, de phobies qui naissent à cause de l'ignorance. Il y a 2 ans, on voyait les enfants arriver pour venir visiter leurs grands-parents. Ils tournaient en rond, etc. Et là, maintenant, ils viennent volontairement. Quoi? Les enfants, ils vont jouer, mais ils vont aussi dire, voilà, il faudrait Mario. Ils vont revenir pour savoir effectivement si j'ai acheté les bons jeux. Voilà, ils rentrent aussi dans la vie de l'établissement. Et c'est ça qui est important. Alors, la place d'amitié, c'est un lieu de rencontre. Au départ, on était plus sur place du village. Non, c'est de l'amitié qu'on veut. C'est quelque chose que les résidents ont créé, ont demandé, ont mis en place. On les a guidés. Et c'est eux qui ont souhaité retrouver une place sociale, mettre en valeur leur savoir, se sentir utile. Comme ça, on fait connaissance. C'est aussi recevoir. On est chez soi, on reçoit. Là, ils sont heureux de recevoir des personnes de l'extérieur. Il y a donc des ateliers qui ont été mis en place par les résidents. J'aime bien. Eh ben ça tombe bien. Et j'en ai déjà fait 3. Donc c'est le club du 3e âge qui vient effectivement, ils ont 60-65 ans. Il y a aussi les écoles, on a des familles qui sont présentes aussi. Chacun s'installe
tranquillement avec ses habitudes. Un jour, il avait 13-14 ans, il est venu avec son vélo parce qu'il savait qu'il y avait l'atelier bricolage, il est venu faire gonfler son vélo. Ça nous fait plaisir. Le soignant, pour eux, c'est valorisant. Et ils ont un autre contact avec les familles, les résidents. Et au quotidien, après, ça roule mieux. Voilà. Ça facilite tous les échanges. Et quand, malheureusement, il y a des choses plus difficiles à vivre, eh ben, ça aide aussi à approcher la fin de vie. Hein, parce qu'effectivement, il y a ces liens qui se sont aussi créés tranquillement. Je rencontre beaucoup de malades qui refusent de sortir par peur du regard des autres et par peur qu'on arrive à voir qu'ils sont malades et qu'on leur fasse plus confiance. Autant avec le malade qu'avec sa famille, c'est comment faire pour accepter cette nouvelle réalité, que les choses sont plus comme avant. Ça, c'est valable pour toute maladie. Hein. Quand on a un cancer, quand on a un AVC, quand on a du diabète ou je ne sais quoi, il faut ce deuil de ce qui était avant pour avoir ce qui est nouveau maintenant. Que ça nécessite une adaptation du social, ça aussi, hein, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans le métro, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, évidemment. Mais tout n'est pas foutu, bien heureusement. Faut pas oublier qu'il faut que ça soit mangé en une bouchée. Hein. Le fait qu'ils puissent sortir en restaurant en famille sans avoir de problème, c'est vrai que c'est quand même une bonne idée. Juste réchauffer, hein. Pas plus de 50 degrés, comme là, c'est pour un public spécifique. Hein. On va servir un repas pour des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc on a essayé de faire un repas qui va se manger sans fourchette et sans couvert pour qu'ils puissent manger avec les doigts parce qu'ils ont des difficultés à utiliser tout ce qui est leur couvert. On n'est pas tout bible, nous on n'est pas dans ce milieu. Mais par contre, quand on nous explique, on comprend quoi. On a découvert plein de choses, donc voilà pourquoi je suis ici. Il y a même des élèves qui, normalement, finissent leur cours le jeudi à midi. Et là, ils sont présents parce qu'ils voulaient participer. Le projet, c'est venir manger au restaurant avec sa famille, avec l'idée du plaisir et de la convivialité d'un restaurant ouvert à tous, mais d'adapter le fait de ne pas avoir l'usage de la fourchette, parce que la possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir manger très correctement et de manière gastronomique avec ses doigts, c'est tout à fait possible. Donc comme ça, on ne voit plus qui est le malade et qui est la personne qui n'est pas malade, et ça met tout le monde sur la même échelle. Madame, Messieurs, pour suivre, nous proposons une assiette de poissons et crustacés composée d'effeuillés de mousseline de merlan. Je pensais que c'était que pour les malades, comment ils s'y prenaient, mais nous on s'y prend pas trop mal non plus. Le premier intérêt, il est humanitaire. On ne peut pas enlever ça. Je veux dire, c'est rendre service à une partie de la population qui est défavorisée à l'heure actuelle de par leur handicap. La deuxième, elle est pédagogique, parce que les jeunes vont accueillir aujourd'hui un public qu'ils ne connaissent pas. C'est une bonne expérience, je trouve, et on verra à la fin du service ce que les gens ont pensé de nous. Succulent, formidable, merci à tout le monde. Et puis la troisième, elle a une dimension aussi financière, parce que plus ça va aller, plus il va y avoir ce type de public qui va venir en fauteuil roulant, etc. Donc eux, c'est des futurs maîtres d'hôtel, des futurs cuisiniers, et ils vont travailler dans les restaurants. Pourquoi ne pas ouvrir le restaurant à ce type de public, quoi? Oui, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Merci. Oui, ça donne des idées pour la maison. Bah oui, hein. Pouvoir vivre pour les autres et avec les autres, c'est pour moi très important. Et je crois qu'on l'a vécu ensemble et on continue de le vivre ensemble. Ainsi périssent les ennemis de la République. Voilà. Les personnes dites âgées, elles ont des atouts que les jeunes n'ont pas. On a vraiment nécessité d'organiser aujourd'hui la société pour que cette expérience soit utilisée, et vous verrez que
À ce moment-là, le mot âgé ne prendrait plus du tout cette connotation péjorative qu'il a dans notre pays, mais retrouvera la noblesse qu'il a dans les pays où la personne âgée est plutôt perçue comme une bibliothèque que comme un cercueil. De tout temps, en tout cas au Togo, je pense que dans la plupart des pays africains, c'est comme ça. Les vieux, nous sommes très proches de nos vieux. Et c'est la référence. Ils sont avec nous. Bon, je pense que la forme très douce de la maladie d'Alzheimer, nous avons vu ça. Vous allez voir une maman qui atteint 70, 75 ans, qui commence à oublier les noms des enfants, qui les mélange un peu, mais ça fait rire tout le monde. Et puis alors, justement, cette solidarité, elle joue aussi pour les fous. Elle joue pour les malades mentaux. S'ils ne sont pas violents. S'ils sont violents, on est obligé de les mettre un anneau au pied, etc. Ça peut exister. Mais si c'est une petite folie, une douce folie comme ça, non. Nous vivons avec eux. Il faut s'occuper de le vieux papa ou bien vieille maman. Eh oui, quand tu vois le vieux, il est fatigué, si tu veux aller à l'hôpital, mon papa, s'il vous plaît, je vais t'accompagner à l'hôpital. On peut y aller. S'il a dit non, je le laisse. Tu ne le forces pas? Non. Il y a une fille qui va rester là-bas, préparée à donner à manger, papa. Mais c'est au dépend de quoi? Souvent, c'est au dépend de sacrifices, même d'enfants jeunes. Demander à une petite fille de la famille de s'occuper du vieux, c'est peut-être au dépend de la scolarité de l'enfant. Et moi, je ne suis pas complètement d'accord. C'est peut-être un peu égoïste comme vision, mais en tout cas, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on fasse les enfants pour soi et qu'on doive sacrifier la vie de qui que ce soit pour sa santé ou pour... S'il y avait des centres spécialisés, je pense que ce serait encore mieux. Évidemment, avec les temps nouveaux, c'est un peu plus difficile, surtout en ville. Comme vous me voyez là, je suis breton. Un breton un peu bronzé, bien sûr, parce que pendant 4 ans, j'étais à Nantes pour préparer l'agrégation. C'est pourquoi je réclame d'être breton. Bon, et ben voilà ce qui nous arrive, il pleut. Alors on est arrivé hier, pourtant il faisait beau hier soir, mais ce matin, là, on avait rendez-vous à 10h15 avec les gens de la SADAPA. On est dans un endroit qui a l'air trop bien en plus, c'est les jardins familiaux, il y a plein de parcelles et chacun fait son petit jardinage. Nous, ce qui nous intéressait dans cette histoire, c'est qu'il y a tous les voisins de parcelles qui viennent aider. Donc en fait, pour le lien social, c'est comme ça. Et là, il pleut, donc personne jardine. Alors heureusement, il y a Robert qui a amené son harmonica, donc il joue un coup d'harmonica, tout le monde boit un petit verre de kir, mais... je ne sais pas si on va jardiner, donc pour le reportage, c'est un peu raté. Voilà. Vous entendez? Notre slogan, c'est « Donner de la vie au temps ». Les emmener ici, c'est d'être dans un lieu qui n'est pas chez eux, ils sortent de chez eux, ça c'est important. Oh, on est filmé, dis donc. Siamo filmato, ça me dérange pas trop. Bon ben, il pleut plus. Bon, ça va. On s'est aperçu que les aidants fatiguaient parce qu'ils sont pris dans l'emprisonnement. Ils ne peuvent pas sortir, il y a la fugue, il y a l'agressivité, ils pensent qu'ils ne sont plus capables de rien faire. Donc les gens se lassent et donc là, nous, on leur prouve que leurs conjoints sont encore capables de faire quelque chose. Des hippomées, quelques hippomées, tout ça. Hein? Oui, ça aussi, c'est très bien. Allez-y. On a eu une dame, elle ne parlait pas du tout à son mari. Depuis sa maladie, eh ben, elle ne s'intéressait à rien. Et quand elle est venue ici, elle reconnaissait les fleurs, il y avait les odeurs. Elle dit, tu te souviens, la lavande que je mettais dans mon linge? Plein de choses, quoi. Et les dents, bah, il n'en revenait pas, quoi. Il reconnaissait un peu la compagne qu'il avait d'avant, quoi. Quand nous prenons en accompagnement une personne âgée ou une personne handicapée, la plupart du temps, elle n'est pas sortie de chez elle depuis plus de 5 ans. Ça va pousser, oui. Il y a des jardiniers qui vont venir, puis ils vont discuter, et qui ne font même pas attention que c'est un patient malade. Ils parlent avec eux comme s'il n'y avait rien. Et pour eux, c'est important. Bon, et puis bonne route, alors moi je vous accompagne.
Notre responsabilité ne se situe pas dans le registre de la compassion, mais vraiment dans le registre de l'action. Mais on a aussi, me semble-t-il, en termes de responsabilité humaine, le devoir de ne pas renoncer là où notre renoncement serait une catastrophe supplémentaire. Les personnes, elles n'ont pas choisi d'être malades. Elles vivent un péril, elles sont en situation d'urgence. Et notre attitude, c'est pas les abandonner ou ne pas les abandonner, c'est faire face avec elles et leur apporter le meilleur. Comme chaque parent, recherche pour son enfant le mieux du mieux. Aller partout, se déplacer partout, et puis pas essayer de se mettre un peu à l'écart en évitant les gens, quoi, et puis en étant un peu gêné, quoi. Ah bah voilà. On aurait pu reculer quand même. Même pas merci. Même pas merci. Ça nous paraît important qu'il aille beaucoup à l'extérieur pour que les gens s'habituent, le voient et ne le regardent plus après. En fait, il est intégré comme tout le monde. Ça va, Jess? On avait énormément d'amis et au fur et à mesure que la maladie s'est installée, que le handicap s'est aggravé, c'est vrai que les amis se sont tous petit à petit éloignés. La famille s'est aussi éloignée. Et puis nous, on a mis beaucoup plus d'énergie pour essayer de rendre la vie agréable à Jessie. Donc tout était centré et tourné vers lui. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses, de savoir pourquoi celui-ci fait la gueule, pourquoi il ne vient plus nous voir, essayer de l'appeler, etc. On n'a pas fait cet effort-là non plus, quoi. Bonjour. Ils étaient trop mignons, les petits garçons de Jessie. En cœur. Le temps est précieux pour lui et pour nous, donc on a décidé de l'accompagner et on a cessé notre activité. On n'avait plus de revenus, bien sûr, hein. Oui. Donc il a fallu trouver une solution. On a fait une demande à la MDPH pour que Jessie puisse être notre patron et être rémunérés tous les deux en tant qu'assistant de vie, et ça a fait jurisprudence parce que les deux parents ont eu l'accord, alors qu'en général c'est un seul des deux parents. Jessie, c'est notre patron. C'est notre patron, notre fils, il peut nous mettre à pied à tout moment. Je te vois cligner des yeux. Je cherche pas à savoir pourquoi c'est tombé sur nous, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que tous les jours, il soit un peu mieux, quoi. Voilà, c'est... On était un peu en vase clos, quoi, donc c'était important à ce que Jessie puisse voir d'autres personnes que ses parents. De ne pas casser le lien social avec l'extérieur. Venir en Dirépy, c'est accepter la différence. C'est le grand paradoxe dans le Dirépy d'accueillir en même temps des personnes de 6 ans et des personnes de 50 ans, voire plus. Des personnes polyhandicapées, des personnes autistes. On le fait parce que dans la vie, pour nous, il faut du mélange. Les familles, elles ont de la force quand elles se sentent accueillies quelque part. C'est agréable de faire des choses ensemble avec les professionnels et avec nos enfants, que ça ne se limite pas simplement à la personne accueillie, un paquet qu'on dépose le matin, qu'on vient récupérer le soir. C'est autre chose, quoi. C'est nous intégrer dans une petite société. Pour pouvoir vivre chez eux, il faut aussi pouvoir sortir de chez soi. Et donc ici, ça peut être déjà un premier lieu pour sortir de chez soi. Parce que j'ai toujours dit à Jessie que je le remerciais d'être là, tel qu'il est, parce qu'il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris la patience, il m'a appris l'indulgence. Il m'a beaucoup apporté. Nos enfants, ils sont là, ils sont comme ils sont, mais c'est nos enfants. Et puis de toute façon, les parents, c'est des parents formidables, les parents d'enfants comme nous. Voilà. Je vois dans plein d'endroits des choses absolument
formidables qui se font. Pourquoi elles sont formidables? Parce qu'on ne réduit pas les gens à leur maladie ou à leur handicap ou à leur pathologie, c'est qu'ils restent des vrais gens jusqu'au bout de la vie. Et même lorsqu'ils sont cabossés, même lorsqu'ils sont malades, ils ont le droit d'être dans ce lien aux autres. Ils sont partants pour tout le temps, alors on y va. À cette sortie. Moi, j'ai dit jamais j'irai là-dedans. Jamais, jamais. Faut jamais dire ça. Une MARPA, c'est une maison d'accueil rural pour personnes âgées. C'est des petites unités de vie qui peuvent accueillir jusqu'à 24 résidents. Tout le monde, on se connaît, on forme un bon bloc. Elle est charmante, la dame. Comment elle s'appelle? Rosalie. Rosalie. Pour moi, c'est des amis. Je connais les noms, mais ça ne reste pas. Encore un peu, je ne saurais même pas le nom de ma femme. Non, ta fille. Oui. Je suis ta fille. Oui, mais enfin, c'est bien, tu as compris. Oui, t'inquiète. Nous, on est non médicalisés en interne. Les MARPA travaillent en partenariat avec tous les services extérieurs, infirmiers, médecins, aide à domicile. On est suivi par les docteurs locaux et tout ça. C'est vraiment rural, hein. Je pense que c'est le plaisir de continuer sa vie normalement, si j'oserais dire. On n'est pas coupé de son ancienne vie. Le but des MARPA, c'est de pouvoir rester sur le territoire. Donc c'est de pouvoir garder ses racines, ses origines. À la Saint-Pétronie, on sème la salade d'hiver. C'est des idées de moi. Donc les gens qui entrent à la MARPA sont des gens qui ont habité ou qui ont de la famille dans le village ou dans les villages aux alentours. J'ai fait, bon, je vais me promener. C'est un petit village dans le village en fait. Ça marche? Oui, ça marche. Tout droit. Il était devenu aigri, il était devenu même agressif. C'était plus fort que moi. Il a repris goût à la vie, il ne sortait plus. On va faire des sorties, on va au restaurant, il ne faisait plus rien. Moi je vous dis que vous êtes beau, puis Madame Toutane a dit que vous étiez beau aussi. On propose des sorties comme aujourd'hui pour permettre aux gens de retrouver cette vie, ce lien social qui permet aux gens de continuer à avoir envie de partager avec les autres. Son Altesse visite. J'étais inquiète tout le temps, je me faisais un souci monstre. Depuis qu'il est arrivé ici, je redors bien, puis au moins je peux venir le voir tous les jours. Je peux m'en occuper comme je veux là. Et puis avec mon mari, on a trouvé quelque chose qui nous convient à tous les deux. On aime bien venir pour s'occuper des personnes âgées. Ça a été une renaissance aussi, si on veut. Alors il y a même des appartements pour revenir en couple. C'est pour ça que je suis atterri ici. Moi, j'ai recherché pour la sortir d'où elle était. Elle pleurait tous les jours où elle était là-bas. J'ai dit, moi, je veux bien continuer à vivre avec elle, mais vivons ensemble et faisons la vivre, quoi. On essaye de rester dans le tempo qu'on vivait avant, malgré le handicap qui est là, que l'on gère au mieux que l'on peut. On essaye de l'encourager, puis d'avancer tous les deux, quoi, voilà. Je l'emmène partout, tous les jours. Hein. On va se promener le long du canal, on va. Malheureusement, c'est avec son fauteuil, voilà. Hein. D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'acheter un vélo pousseur, c'est-à-dire que sur le devant du vélo, en place de la roue avant, c'est le chariot. Voilà, vous voyez bien, chacun essaie de trouver ce qui peut l'aider à vivre mieux, puis c'est tout, quoi. C'est aussi bête que ça, quoi. Il y a pas... Voilà.